Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. Ah, 8h18, on est très content de vous accueillir, messieurs les décodeurs. Karim Barakatala, directeur général de Smarting. Moi, c'est la première fois, hein? Ouais, c'est la première fois ensemble, oui. Ouais. Bon, ça va bien se passer. J'ai peur. Ouais, ça va bien se passer. Et puis, Wissam Bouzdeni, rédacteur en chef à Maroc Hebdo, c'est la deuxième fois. Ça s'est très bien passé la semaine dernière, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien aujourd'hui. Eh bien, espérons-le, Franck. Merci encore pour l'invitation. Alors, il y a deux sujets, puisque vous savez qu'on essaye dans cette émission de coller à l'actualité le plus possible. Alors, il y a des sujets qui vous passionnent plus que d'autres, ça, je le sais, bien évidemment. On vous demande généralement dans cette émission d'être un peu généraliste. Mais bon, je pense que le premier sujet, tout le monde s'intéresse à ça, et c'est un débat qu'on a dans les décodeurs et dans l'actualité, dans l'info, dans les journaux, dans les magazines. Depuis tellement longtemps, c'est le sujet des partis politiques. Donc il y a ce projet de modification de la loi concernant les partis politiques. C'est une réforme qui pourrait bien rebattre les cartes du paysage politique marocain. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafti Laftit, qui décidément en ce moment fait beaucoup de déclarations. Il vient de dévoiler les nouvelles règles encadrant la création et le financement des partis politiques. Alors objectif affiché, moderniser la vie partisane, renforcer la présence des femmes et des jeunes. C'était un débat important après les manifestations de la Gen Z. On se disait, les jeunes ne sont pas assez présents dans les partis politiques, et surtout, moraliser le financement. Alors, d'abord, je sais que vous êtes intéressé un petit peu aux modifications. Est-ce que... j'ai l'impression que ce sont des vraies modifications, quoi. C'est un tournant dans l'histoire des partis politiques au Maroc. Oui, c'est évident. Je pense que... Moi, ce qu'il faut dire, c'est que on a eu pas mal de changements dans le même sens depuis un certain nombre d'années, avec notamment, pour en rester à cette loi sur les partis, il y a eu une réforme majeure il y a une vingtaine d'années, mais il se trouve que cette réforme n'est plus d'actualité, parce que le contexte a changé, le contexte politique a changé, le contexte social a changé. Vous faisiez allusion à ces jeunes qui ont porté ces revendications pour une plus grande participation au sein des institutions politiques du royaume, et il fallait s'adapter. Il y a aussi des constats qui ont été faits. Par exemple, vous avez soulevé la question du financement. On a eu des pratiques qui n'étaient pas très démocratiques, pour le moins au cours des dernières élections notamment, qui ont fait que on a eu, je ne sais pas si le mot est fort, mais on a eu l'émergence d'une certaine plutocratie à certains niveaux, avec un gouvernement, je dirais, des riches, parce que tout simplement ils avaient davantage de moyens pour accéder à certains postes de responsabilité, certains postes de représentation au niveau du Parlement. Et là également, il fallait apporter, je dirais, des corrections. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que autant il y a des changements qui sont notables, dont on va certainement discuter, mais dans le fond, on reste dans une certaine pratique démocratique à la marocaine, qui prend en compte aussi certaines réalités qu'il ne faut pas bousculer à 100%. D'ailleurs, je pense qu'on va aussi en reparler. Je ne veux pas reprendre la parole, mais on peut même dire que il y a des changements qui vont être introduits certainement pour maintenir un certain statu quo au niveau du nombre de partis. Par exemple, en augmentant le nombre de fondateurs, celui voilà. Donc, mais on va en reparler certainement. Karim ? Ouais. C'est sûr que l'idée principale de cette loi, c'est de renforcer la vie politique dans le pays, moderniser les partis, arrêter avec les présidences à vie dans les partis politiques, mieux gérer les financements des partis, avec même des sanctions qui peuvent être assez lourdes. Peut-être aussi parce que avoir beaucoup de partis, c'est finalement de la cacophonie. Donc on aura de moins en moins de coquilles vides. On aura probablement des partis mieux structurés parce qu'ils sont appelés à avoir des congrès, à tenir des congrès, à avoir des instances au niveau des régions, la présence des jeunes, la présence des femmes. C'est sûr que la loi n'est pas suffisante si dans la pratique la mentalité ne change pas. Mais le fait qu'il y ait des congrès de façon régulière et qu'il faut vraiment que cela soit tenu, il peut y avoir une mouvance au sein des partis pour que des jeunes
travaillent dans le temps pour prendre eux aussi les rênes des partis, parce qu'aujourd'hui, c'est sclérosé, c'est fermé, ça appartient à quelques-uns, c'est comme si c'était des propriétés privées. Et avec cette nouvelle loi, je pense que petit à petit, les choses vont changer. Elles vont pas changer tout de suite, mais petit à petit, les jeunes, les femmes, les gens dans les régions vont pouvoir aspirer à présider eux aussi les partis et donner une autre dynamique politique dans le pays et avoir un discours qui colle à la réalité, un discours qui parle aux jeunes, qui parle aux femmes, qui parle aux gens en général, aux citoyens marocains. Et une réforme, ça va prendre du temps, mais je pense que ça va se faire Disons-le franchement, cette réforme, elle est très bien, notamment sur la transparence, notamment sur le fait de faire rentrer des femmes et des jeunes, très bien. Mais est-ce que ce nouveau cap va vraiment dynamiser la vie politique marocaine, donc ce qui concerne les partis politiques, ou au contraire, freiner, ça va être une contrainte pour la création de nouveaux partis politiques. Parce qu'avant, on avait un modèle qui était validé. Donc là, maintenant, on demande de changer de paradigme. Est-ce que ça va être facile, ça, Wissam ? Moi, je pense que... Parce qu'on a quand même à la tête des partis politiques des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui ont l'habitude de l'appareil, qui ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Donc, on leur demande de changer d'état d'esprit, là. Hein. Bon, c'est vrai que les choses vont certainement tarder à évoluer si on parle de la dimension culturelle, dans la façon dont la politique partisane se fait au Maroc. Mais de toute façon, l'objectif, je pense, majeur de cette loi, c'est de poser un cadre qui en lui-même pose des limites. Et après, est-ce que ça va forcément avoir les objectifs recherchés ? Pas forcément, parce que ça dépend justement de cette classe politique, ça dépend des citoyens. Je sais que la dernière fois, vous aviez dit que vous avez fait cette comparaison avec Oui Oui. Je sais que ça peut sembler... Le monde de Oui Oui. Bon, ce n'est pas un monde auquel je veux faire... C'était pas une critique, hein, c'était juste... Non, je sais, c'était gentil. C'était gentil, hein, Wissam. C'était le monde de Wissam, en fait, sur je ne sais plus quel sujet, mais enfin, bon, voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que il y aura certainement des choses qui vont apparaître avec la pratique et qui nécessiteront, encore une fois, une correction, parce que il n'y a jamais de réforme qui est définitive. Donc, et sinon, par rapport rapidement sur la question des partis, je pense très sincèrement, et je pense aussi que c'est l'opinion de beaucoup de gens au Maroc, qu'on n'a pas vraiment besoin de partis en plus par rapport à ce qu'on a déjà. Ces partis sont tout à fait en mesure d'encadrer la classe politique. Aux États-Unis, où j'ai vécu à un certain moment, il y a 2 partis majeurs, et ça fait très très bien l'affaire, je pense. Karim, vous voulez rajouter quelque chose ? Par rapport au nombre de partis, moi je l'ai dit en introduction, effectivement, je ne suis pas très favorable à ce qu'il y ait beaucoup d'autres partis, qu'il y ait des partis avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Oui, pourquoi pas. Mais il faudrait plutôt réformer ces partis qui sont connus, dont les financements sont parfois, disons le mot, odieux, pas du tout clairs, et qui grâce à l'argent, arrivent à demeurer en tête tout le temps et tout seul, avec les mêmes dirigeants, avec la même vision, avec la même langue de bois, avec toujours l'utilisation des jeunes uniquement pour l'affichage, pour les applaudissements dans les salles. Et là, il faudrait que petit à petit les jeunes comprennent. Je pense qu'il faudrait que surtout que les jeunes comprennent qu'ils ont là une chance. À 20%, ils peuvent être même plus, mais c'est le seuil minimum, de prendre petit à petit le pouvoir dans les partis. Ah ouais, alors ça c'est une autre histoire. Vous parliez de Gen Z. Gen Z, il y a eu des réactions suite au mouvement de Gen Z. Au sein des partis, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des mouvements qui sont un petit peu dissidents, mais qui restent dans le parti. Vous croyez que M. Benkiran va bien sûr qu'il ne va rien donner. Mais M. Benkiran va se retrouver. M. Ben Abdallah, etc. Bien sûr, c'est ce qu'on disait au début. M. Lashkar. Je peux en faire. Et vous savez, j'ai demandé à Google pendant
pendant qu'on parlait là, il y a 33 partis politiques officiellement reconnus au Maroc actuellement. C'est un de vos confrères. Hein, c'est pas trop, c'est pas peu. Il y en a eu, je pense, 2 ou 3 de plus parce que... mais il y en a 4-5 qui sont là depuis... on aura l'occasion, messieurs, parce que c'est un peu nouveau dans l'émission, on accueille un expert tout à l'heure à 8h45, Nadia Hachimi Alaoui, enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, à Sciences Po Rabat. On aura l'occasion de discuter avec elle de ces changements. On se retrouve après la pub, les infos pour la suite des décodeurs. Allez, suite des décodeurs, on est ensemble jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantique Radio. Ce matin, Wissam Bouzdani, rédacteur en chef de Maroc Hebdo. Rebonjour Wissam. Bonjour Franck. En pleine forme aujourd'hui, rayonnant, il y a un rayon de soleil sur lui, c'est pas beau ça. Karim Barakatala, directeur général de Smart Inc. Vous êtes dos au soleil, donc il y a... J'ai un beau paysage en face. Il est dans la lumière. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, on vous parle de ce projet qui va passer dans le Parlement, en fait, de réforme des partis politiques, avec, on le disait tout à l'heure, l'obligation d'inclure. À mon avis, c'est ce qu'on va retenir. On va retenir 2 choses. On va l'obligation d'inclure 20% de jeunes, 20% de femmes, et puis la transparence, plus de transparence, et puis on va surtout aussi limiter les dons, les dons venant des entreprises. Ça aussi, c'était un problème pour le financement des partis politiques. De fait, parce que ça a favorisé des partis qui sont mieux introduits dans les milieux financiers du royaume, et de fait, ça a aussi favorisé les intérêts de ces milieux, parce que n'oublions pas que la raison principale pour laquelle on met ce genre de règles, c'est pour éviter qu'il y ait une influence ou une ingérence même de l'argent dans la politique. Par rapport au premier point que tu citais, je pense aussi qu'il est bien sûr important sur la composition des partis. Donc il faudrait au moins avoir un 5e de sa base qui soit faite de jeunes et de femmes. Est-ce que ça va pour autant favoriser l'émergence de ces 2 catégories à la tête des partis? Ce n'est pas forcément, mais je pense que la réflexion au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est de créer les conditions objectives pour que ce soit favorisé. Et après, bien sûr, il faut que les partis soient à la hauteur, parce que c'est une double réforme à faire à la fois. Elle est légale, mais elle est aussi, et tu le soulignais très bien tout à l'heure, elle est aussi culturelle. Elle est intérieure à l'intérieur des partis. Voilà, toute cette question de mindset aussi. Alors on va discuter avec Nadia Hachimi Alaoui, professeure Hachimi Alaoui, enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, à Sciences Po Rabat. Juste après ça. La suite des décodeurs tout de suite, et on parle de financement des partis politiques, on parle de cette nouvelle loi, ce projet de loi qui concerne les partis politiques. Est-ce que, à votre avis, alors on va accueillir tout de suite, on essaye de gérer ça en direct, Nadia Hachimi Alaoui, enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, à Sciences Po Rabat. Madame Hachimi Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, merci d'être avec nous dans les décodeurs. Ce matin, on est très content de vous accueillir. Alors, on est pour vous donner un petit peu pour vous résumer un peu ce qu'on fait, on est là en train de discuter de ce projet de loi avec Karim Barakatala et Wissam Bouzdani, et on avait besoin d'expertise sur ce sujet. Alors vous avez regardé ce projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce projet de loi, des grandes lignes de ce projet de loi? Alors des grandes lignes, je vais plutôt mettre l'accent sur la signification politique et le parti pris de cette loi qui me semble intéressante, bien que pour des raisons techniques je n'ai pas entendu le débat avant et donc au risque de peut-être de me répéter, mais je vais donc orienter juste mon point de vue par rapport à mes compétences en sciences politiques. Alors 2 choses. La première, c'est
le parti pris de la loi, c'est effectivement d'élargir, l'objectif d'élargir la représentation politique, ou en tout cas l'action politique, à des acteurs sociaux qui sont aujourd'hui plutôt marginalisés par les partis politiques, ou en tout cas dans les instances des partis politiques, les jeunes, les femmes, mais on l'a vu aussi dans la loi, avec le souci aussi d'avoir des acteurs qui soient issus de l'ensemble des régions, parce que c'est vrai que si vous regardez les positions au sein des instances, des partis, donc d'ailleurs pas seulement des partis, mais en tout cas on parle des partis politiques, où on a quand même une concentration issue de personnes plutôt de grandes villes, ou en tout cas de ces grandes villes moyennes. Donc c'est un souci de renouveler, mais en tout cas un souci, d'intégrer plutôt à la vie politique, face à une incapacité des partis politiques à s'ouvrir, à ouvrir leurs instances. Alors c'est une question qui est ancienne, et une question qui est ancienne au Maroc, qui a depuis 20 ans, depuis le début des années 2000, on a ce souci d'élargir, mais là on voit deux choses. À la fois c'est devenu un enjeu politique extrêmement important. C'est venu rappeler les mobilisations récentes, les mobilisations sociales portées par des jeunes, et on a vu et donc l'urgence à pouvoir aussi accélérer ou donner les moyens à ce que ces revendications sociales elles se transforment aussi en offre politique. Donc ça c'est la première des choses, et la loi elle répond à ça. D'ailleurs elle avait été annoncée en Conseil de ministres, cette idée de pouvoir créer de nouveaux partis, et donc ça c'est la première des significations politiques. Et la deuxième partie pris qui me semble intéressant, c'est que avec la possibilité de donner la possibilité de créer de nouveaux partis, eh bien on a une rupture aussi par rapport aux logiques politiques de restructuration du champ partisan entamé au début des années 2000, où au contraire on avait un souci plus de resserrement, de restructuration du champ politique à partir de resserrement. On l'a vu dans les logiques justement qui visaient à des critères pour réduire le plus possible les phénomènes de transhumance, mais aussi de réformer le financement public dans l'idée d'avoir des partis politiques qui soient de plus en plus forts, plutôt que éclatés. Là on voit que face justement à cette incapacité des partis à se renouveler, ou en tout cas à s'élargir à de nouveaux acteurs, eh bien on a mis en place plutôt quelque chose on revient à cette idée de contourner les partis politiques historiques et traditionnels, avec une logique de multiplication des partis. Oui. Qui veut réagir, Wissam ? Déjà je suis très enchanté Madame Hachimi, donc c'est Wissam, je suis rédacteur en chef de Maroc Hebdo. Une question peut-être simple mais à la fois complexe par rapport à la réponse à trouver. À votre avis, est-ce que les résultats des dernières élections de 2021 auraient été les mêmes avec cette loi, si cette loi était déjà en vigueur? C'est toujours difficile de faire des retours arrière. Maintenant, vous parlez des élections de 2021, elles sont intéressantes en termes de renouvellement, justement, de la classe politique, parce qu'on a bien vu en 2021, les élections de 2021, il y a eu un souci, en tout cas il y a eu un effort d'ouvrir la représentation politique à de nouveaux profils. Des partis politiques ont été cherchés à élargir le profil de leurs candidats. Mais ce qu'on a vu, c'est que le bassin de recrutement, c'était essentiellement des notabilités qui avaient les moyens. Les partis sont plutôt ouverts. Alors on a eu des formes de renouvellement des profils un peu socio-professionnels, un rajeunissement plutôt relatif, mais on avait des cadras qui venaient, d'autres notamment s'est ouvert sur des mondes issus des professionnels, des élus qui venaient du monde sportif. On a eu un effort de renouvellement, mais qui est revenu finalement sur les notabilités qui avaient les moyens. Là,
justement, et avec les conséquences que ça a eu par la suite, puisque ce souci de s'ouvrir à de nouveaux profils a été fait souvent très rapidement par les partis politiques, et on a vu par la suite les questions d'éthique, la multiplication des affaires, avec un élargissement parfois un peu vite, quand on va justement comme souci premier d'aller vers des gens qui ont les moyens. Là, la loi, elle cherche quand même, elle a tenu compte de ces... finalement, elle a tenu compte aussi des leçons à tirer des élections de 2021, en cherchant à cadrer à la fois la question du financement et aussi la question des critères sur les profils attendus. Professeur, vous êtes prof donc en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, à Sciences Po Rabat. Vous croisez des jeunes. Quelle est la place de la politique justement dans leur centre d'intérêt et de la politique entre guillemets militante? Et là, c'est là où on voit que la jeunesse marocaine n'est absolument pas déconnectée de la jeunesse, de ce qui se passe à l'international. Il y a une défiance forte du politique, de la classe politique. Cette défiance, elle a ses propres logiques au Maroc, où on a quand même une culture de défiance à l'égard de la politique et de la politique partisane. Et donc, oui, à l'échelle de ce que j'ai pu observer à l'échelle de mes étudiants à l'université, à l'UR, c'est que effectivement il y a eu un attrait, ou en tout cas par rapport aux revendications portées par les mobilisations sociales, qui trouvaient un écho par leur bon sens, mais dans le même temps une forte défiance et détour par rapport à la politique partisane. Je pense que c'est là l'enjeu aussi qui est extrêmement important à rappeler, hein, parce que même s'il y a une défiance des partis, même si les partis dysfonctionnent, et on l'a vu, les partis traditionnels ou historiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs, là encore les dynamiques sont quand même assez partagées, ça ne veut pas dire que les partis politiques sont précisément à jeter, parce que on a aujourd'hui les partis politiques restent sont un organe vital dans l'organisation de l'État démocratique. Et donc, l'enjeu principal, c'est précisément de pouvoir assurer la vitalité de ces partis. Et ça passe aussi, pas forcément par la loi, aussi par une responsabilité des acteurs politiques eux-mêmes. Bien sûr. On est évidemment pris par le temps. Nadia Hachimi Alaoui, merci beaucoup pour votre éclairage ce matin dans les décodeurs. À très bientôt. Merci d'être passé dans la matinale d'Atlantic Radio. Karim, on l'a bien compris, il y a deux solutions. Il y a la création de nouveaux partis sur cette base-là, qui va devenir cette base-là. Et puis, il faut que les anciens partis, ont peut-être plus intérêt à modifier leur statut, à aller vite aussi. Parce que sinon, il y a de nouveaux partis qui vont arriver. Mais c'est très long de faire un parti, c'est très long de convaincre des électeurs de voter pour un nouveau parti. Donc ça va être compliqué. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne suis pas dans la réflexion de nouveaux partis. Je suis dans la réflexion de la réforme de ce qui existe. Comme disait Hussein tout à l'heure, aux États-Unis, il y a deux partis. En France, ça a duré très très longtemps. La droite, la gauche, il a fallu que Macron vienne avec une nouvelle idée pour que les choses changent. Et justement, il faut de nouvelles idées. La politique aujourd'hui, ce n'est plus des partis de droite et de gauche et de centre, etc. C'est une autre réflexion, c'est une autre façon de parler aux gens. Et les anciens ne pourront pas se changer. Leur discours est sclérosé, il est là depuis plusieurs années, plusieurs décades peut-être. Donc il faudrait que petit à petit le discours change à travers justement cette mixité qu'il va y avoir avec les jeunes, avec les femmes. Et 20% c'est le seuil minimal. Ça veut dire que ça peut être plus. C'est une superbe conclusion pour cette thématique. Absolument. Vous êtes fort en conclusion, Karim. Bravo. On se retrouve juste après la pub et les infos. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio.
Il a plu hier sur le Maroc et il va encore pleuvoir aujourd'hui et ce week-end. Et ces pluies tombent à point nommé pour le monde agricole. L'occasion de faire le point sur un secteur en pleine mutation. Le Royaume s'apprête à tourner une page importante, celle de son vieux Code des investissements agricoles en place depuis plus de 50 ans. Un texte entièrement repensé pour moderniser le cadre du secteur, attirer de nouveaux investisseurs et accompagner les grands défis du moment, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, la transition numérique et le développement durable. Alors, pourquoi cette réforme du Code des investissements arrive-t-elle maintenant, plus de 50 ans après sa création? Je ne sais pas si on aura la réponse aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez, alors question, est-ce que vous connaissiez ce Code des investissements agricoles? Messieurs, parlez franchement, c'est la radio. Non. C'est un des gros avantages. Ton nez va s'allonger. Non, franchement, non, mais je te remercie justement, Franck, d'avoir mis ce sujet sur la table. Enfin, c'était surtout l'occasion de parler d'agriculture, mais c'est vrai que l'actualité, c'est ça, c'est ce Code des investissements. Et vous savez, j'ai travaillé, je vais vous dire à quoi ça sert le Code des investissements. Et ça sert à... Attendez, franchement... alors, les objectifs principaux: promouvoir et encadrer l'investissement privé dans l'agriculture, permettre à l'État d'intervenir par des aides financières, des subventions, des prêts et une assistance technique. C'est-à-dire que l'État le faisait là, mais ça dépendait de ce code de 1969. La situation et l'état de l'agriculture a changé. Organiser des obligations pour les exploitants, par exemple des règles sur l'assolement, le plan des cultures, l'usage de l'eau, l'aménagement foncier. Vous voyez que c'est important, ce code de l'investissement. C'est pas fini. Le code, il regroupe 49 textes. D'AIR, décrets, des arrêtés. Il couvre plusieurs domaines: l'irrigation, la régulation de l'eau, l'aménagement foncier, la valorisation des cultures, l'incitation aux investisseurs. Alors, le rôle de l'État, il est historiquement concepteur, régulateur et promoteur du développement agricole. L'aide de l'État n'a pas été uniforme, elle était sélective, ciblant certaines zones ou certaines cultures jugées prioritaires. Ça dépendait des plans, plan Maroc vert, Génération Green. Le code prévoit des primes subventions pour des projets agricoles. Il permet des prêts long, moyen, court terme pour des investissements agricoles. Il y a aussi de l'assistance technique. Sur le plan fiscal, par exemple, certaines exonérations de TVA ou des taux préférentiels. Tout ça, c'est dans le code. Vous voyez que c'est important, c'est presque une colonne vertébrale. Donc voilà, et ce code-là, il est jugé obsolète face aux réalités actuelles. L'environnement, les marchés, l'investissement privé, et il faut le changer. Donc il y a une étude qui est partie pour modifier ce code. Alors, on imagine que c'est un gros boulot quand même, et tout ça va suivre son petit chemin, évidemment, au gouvernement, etc., etc. Au ministère de la Culture, de l'Agriculture, pardon. Voilà. Donc ce code, il est important. Est-ce que je vous ai appris quelque chose? Beaucoup de choses. Merci pour l'exposer. C'est génial. Bon, alors cette agriculture, comment vous la qualifiez, cette agriculture marocaine? Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette agriculture marocaine, notamment dans les journaux. On ne parle pas assez des agriculteurs. On parle souvent des tomates marocaines ou des fruits rouges qui embêtent les Français, les Européens, les producteurs du même fruit ou du même légume en Europe sur le marché cible du Maroc. Mais on ne parle pas beaucoup des agriculteurs. Oui, c'est... Là, vous avez un journal, donc... Si je dois parler de mon journal, je pense que tout de même on fait un bon travail à ce niveau. D'ailleurs, chaque année on a un grand spécial. Non, mais vous le faites, bien sûr. Allez. Non, c'est vrai. Je dis ça en toute franchise, mais par rapport à cette charte, donc je l'avoue que je n'en connaissais pas du tout l'existence, mais je pense qu'un changement s'impose de fait, parce que si on parle du plan Maroc vert et de Génération Green, on parle d'une transformation vraiment structurelle de l'agriculture marocaine. C'est-à-dire, on est passé par exemple à une agriculture productiviste, donc par rapport à une agriculture qui était plutôt dans, je ne dirais pas dans la survie, mais elle n'était pas tellement organisée ou tellement moderne. Il y a eu des challenges qui se sont posés entre-temps, notamment en termes de stress hydrique, d'où justement le lancement de Génération Green 2020 avec cet axe
primordial sur l'eau, concomitamment au lancement du plan national de l'eau en 2020 aussi. Donc c'était d'ailleurs, je pense que les deux ont été lancés le même jour, si je ne m'abuse, en février 2020. Et vous avez aussi une composante qui, je pense aussi, est essentielle, c'est par rapport à on est passé de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le fait de produire sur place, à la sécurité, c'est-à-dire essayer de sécuriser son alimentation à travers les marchés, ce qui est une philosophie tout à fait typique du 21e siècle. D'aucuns la critiquent. Je pense qu'elle est pertinente par rapport aux réalités mondiales d'aujourd'hui. Et justement, c'est eu égard à toutes ces dimensions qu'il faut, je pense, avoir cette nouvelle charte, d'autant plus que sur l'investissement en général, on a une nouvelle charte qui a été adoptée il y a quelques années, et je pense, moi je ne suis pas un spécialiste, je risque de dire des bêtises, mais je pense qu'il y a peut-être une adaptation à faire entre les deux textes pour qu'il y ait une cohérence au point de vue légal. Karim ? L'agriculture, l'ancien texte, on va dire, il était fait pour qu'il y ait de l'agriculture qui fasse manger les Marocains. Oui. Donc c'était, je crois, 15 ou 20 millions de Marocains à l'époque. Et aujourd'hui, le nombre a doublé d'abord. Et puis l'agriculture marocaine s'exporte. Comme tu le disais si bien, les tomates sur les rayons en France marocaine dérangent les agriculteurs français ou autres. Mais ne dérangent pas les consommateurs. Ne dérangent pas le consommateur parce que d'abord elles sont de qualité et au niveau du prix elles sont plus compétitives. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc d'abord pour l'économie, c'est-à-dire nourrir les gens, exporter, ramener de la devise, et aussi parce qu'aujourd'hui il y a un grand problème qui est le problème de l'eau. C'est le sujet, l'un des sujets les plus importants au niveau monde, c'est ce stress hydrique, et le Maroc fait partie des pays qui en souffrent. Et donc il était temps de créer, avec des incitations, de nouveaux mécanismes pour produire différemment, pour inciter les gens à faire par exemple du goutte à goutte ou de l'énergie solaire pour arroser leur terrain agricole, et gérer mieux le foncier avec des lois qui sont plus claires, plus strictes, et faciliter aussi l'échange administratif entre l'agriculteur et l'investisseur. Donc effectivement, on ne parlait pas beaucoup de cette agriculture qui pourtant pèse dans le PIB marocain de façon importante. C'est même un chiffre qui est quasiment le même depuis tout le temps, le poids de l'agriculture dans le PIB, ce qui est en même temps bien et dangereux en même temps pour l'économie en général. C'est dangereux parce qu'elle est directement liée au changement climatique en plus. Voilà, donc le danger vient de là. On sait de toute façon que l'agriculture a toujours... c'est pour ça qu'on est tellement heureux quand il pleut, et qu'on s'intéresse évidemment au stress hydrique, à la chaleur, à la sécheresse, etc. On sait que c'est toujours quelque chose de très fragile, quoi. Exactement. Bon, si on n'est pas des agriculteurs quasiment industriels avec des grandes serres, on revient à la tomate par exemple. Voilà. Moi je voulais juste vous parler on en a parlé tout à l'heure dans le couloir, mais les auditeurs n'étaient pas là. C'est difficile de les faire rentrer tous les auditeurs le matin. Donc je voulais vous parler du semis direct, qui est une technique agricole qui consiste à semer des graines directement dans un sol. Je lis parce que je veux pas me planter s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent. Donc qui consiste à semer des graines directement dans un sol non préparé, recouvert par les résidus de la récolte précédente. On est sur donc un semis qui est vraiment pas très très profond. On ne laboure pas dans ce système-là. Ça vise à préserver le sol en évitant le travail mécanique comme le retournement, le décompactage ou le labour traditionnel. Du coup, ça fait moins de travail aussi pour l'agriculteur. Le semis direct améliore la structure du sol, le protège de l'érosion, augmente la rétention d'eau et réduit les coûts de production en diminuant évidemment l'usage aussi de carburant pour les tracteurs et la main-d'œuvre. Donc pourquoi je vous parle de semi-direct ? Parce que dans la région de Casablanca-Stade, depuis le démarrage du programme il y a quelques années, il y a à peu près 169 000 hectares qui ont été conduits en semi-direct à l'échelle nationale, et il y a en fait 1 million d'hectares prévus d'ici 2030.
Donc, et moi, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux et j'ai vu les résultats. J'ai pu discuter avec des agriculteurs qui avaient fait le choix de se lancer dans le semi-direct. Ça fonctionne. Peu de consommation d'eau et peu de consommation de pesticides. Et peut-être dans la tête une nouvelle façon de penser sa stratégie pour l'agriculteur, sa journée pour l'agriculteur. Donc voilà. Donc, l'agriculture au Maroc, c'est ça aussi, quoi. Non, absolument. En fait, je vois un point de jonction très clair entre ce que tu viens d'évoquer, Franck, et le sujet de la charte. Parce qu'on parle d'innovation. Et il faut innover. Il faut s'adapter aux nouvelles donnes du terrain, notamment en termes d'eau, mais pas seulement. En termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes de moyens environnementaux naturels. Et ça nécessite un capital. Et ces capitaux, pour pouvoir les ramener dans le monde rural, il faut un cadre. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'État ne peut pas tout faire. L'État peut poser un cadre, justement, en réformant au niveau légal, en lançant des plans, comme Maroc Vert ou Génération Green, pour ne citer que ces deux plans-là. Mais il faut en même temps que l'entreprise, que les institutions privées soient également présentes. Et pour ce faire, il faut un cadre adapté. Moi, je pense par exemple à des choses comme le capital risque, le capital investissement. Je vois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de start-up qui sont lancées au niveau du monde rural par des Marocains, avec parfois des dimensions africaines dans leur portée. Et du coup, en fait, pour essayer de joindre les deux, c'est-à-dire avoir d'un côté l'innovation et les moyens de l'implémenter, une nouvelle charte, je pense, s'impose de fait. Et Karim va nous conclure évidemment cette thématique, puisque c'est lui qui l'a fait avec la précédente thématique. Il l'a fait tellement bien. Il faut le dire. C'est quelqu'un qui conclut. C'est un conclueur. Enfin, c'est plus les décodeurs, c'est les conclueurs. Ouais, quel challenge. Effectivement. Bon, maintenant, le privé, c'est lui qui fait le boulot, c'est lui qui produit. L'État a un rôle, c'est de légiférer, c'est d'encadrer, c'est de donner des investissements, des encouragements, d'être à l'écoute et de réformer les lois en fonction des évolutions, en fonction des contraintes qui existent, notamment en l'occurrence le stress hydrique et la modernisation et une meilleure production, une meilleure productivité et une meilleure qualité de la production pour que les produits marocains continuent à s'exporter dans de très très bonnes conditions et que le Maroc puisse être leader comme il l'est sur certains produits comme le fruit rouge ou la tomate ou d'autres produits comme l'avocat. Donc, qui sont très consommateurs d'eau, notamment l'avocat, mais avec de nouvelles incitations, avec de nouveaux outils, on pourra maîtriser mieux l'eau, avoir une meilleure qualité, exporter mieux. Et voilà, c'était la conclusion de la thématique, c'était parfait. Merci beaucoup. 9h21. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Avec Karim Barakatala, Wissam Bouzdeni, les débats express. Et j'avais envie de commencer par la COP30. Vous avez suivi un peu la COP30 à Belém ? Alors on fera un débrief la semaine prochaine avec Hafid Boutaleb qui était à la COP30, qui nous a dit un petit peu comment ça se passait avec la délégation marocaine, et puis on va poser la question évidemment, est-ce que cette COP était importante, est-ce qu'elle était plus importante que celle de Bakou, qui était un peu ratée, donc voilà, on verra la semaine prochaine. Non, il y a une info sur laquelle je voulais que vous réagissiez, c'est que chaque année la coalition Kick the Big Polluters Out fait le décompte du nombre de représentants du secteur hydrocarbures accrédités pour participer aux négociations climatiques, dont l'objectif premier est de se passer progressivement des énergies fossiles. Ok. Eh bien, à Belém, il y a eu un décompte, c'est qu'une personne sur 25 défend potentiellement des intérêts anticlimatiques. C'est-à-dire que toutes les compagnies sont là, je ne vais pas toutes les citer, toutes les compagnies sont là avec des lobbyistes, ça représente 1603 personnes de ce secteur qui sont là pour venir discuter, pour organiser des débats, pour avoir une représentation en termes de stand. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? On est dans une COP. Alors,
à tel point que les Nations Unies se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas légiférer justement sur le nombre de ces participants issus des grandes compagnies pétrolières? Non, je trouve tout à fait normal que ces partis cherchent à défendre leurs intérêts, mais moi je retiens, je dirais, le positif, c'est que si ces lobbies tiennent à être présents lors de ces COP, ça veut dire que logiquement elles servent à quelque chose. Et l'idée justement c'est de focaliser sur l'engagement des 24 sur 25 qui ne représentent pas les lobbies pour essayer justement d'aller plus en avant dans les politiques environnementales internationales, éventuellement de ressusciter cette dynamique dont on parlait il y a quelques années avec l'accord de Paris. Et voilà, donc pour moi c'est tout à fait normal. Je dirais que ces lobbies essaient de... Ça fait beaucoup de gens quand même, ça fait beaucoup de gens. Bon, c'est normal bien sûr, mais... Bon. C'est 1600 je pense, 1600 personnes. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est sûr qu'ils sont dans leur rôle de défendre leurs intérêts. Ils sont pointés du doigt, c'est les grands pollueurs, c'est eux qui font mal à la planète. Et ils essayent, comme ils peuvent, avec des moyens extraordinaires, de changer un petit peu l'idée de l'opinion, dire qu'ils ne polluent pas. Et donc, ils sont dans leur rôle, certes, mais en même temps, ils sont là pour manipuler aussi l'opinion, manipuler les gens pour que ça se calme un petit peu. Aujourd'hui, Trump a détabousé. On a compris. Donc il n'y a plus de tabou avec la pollution, avec lui. Et puis voilà, donc leur présence, elle peut choquer, certes, vu le nombre, mais ils sont dans leur rôle, qu'est-ce que vous voulez. Ils ont les moyens de se défendre. Messieurs, deuxième thématique de ces débats express qui sont vraiment... Alors là, je suis allé les chercher dans l'actualité de ce matin. Est-ce que vous connaissez la société Duralex ? Oui. Alors Duralex, c'est les verres. Alors c'est une marque qu'on peut trouver d'ailleurs ici. Hein. Vous savez, ces petits verres voilà, quand j'étais petit, vous aussi. Il y avait un numéro dans le verre et quand on buvait dans le verre dans un verre Duralex, on disait ah tiens j'ai 28 ans ou j'ai 12 ans, etc. Bon bref, c'est un fleuron de l'industrie française qui est exporté alors partout dans le monde, hein, qui existe depuis 50 ans, et avec la hausse du coût de l'énergie il y a quelques années, et puis la diminution des ventes, beaucoup d'intrants sur le marché, mais surtout l'énergie, en fait cette société a été placée en redressement judiciaire, et ce sont ses employés qui ont créé une SCOP, une société coopérative, pour sauver la marque. Voilà. Et il y a quelques mois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore des difficultés et que pour que la société continue à exister, il fallait qu'ils créent de nouveaux modèles, il fallait qu'ils relancent un certain nombre de modèles. Et donc ils ont fait un appel, juste un appel aux dons sur un site participatif qui s'appelle Lita. En fait, c'est une plateforme de crowdfunding, en fait, tout simplement. Et ils demandaient 5 millions d'euros pour continuer avec un plan qui était très précis. C'est une SCOP, ils ont le droit de le faire, etc. Eh bien, on apprend aujourd'hui que 21 000 personnes ont promis près de 20 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils voulaient 5 millions, ils ont obtenu 20 millions d'euros. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur l'entreprise, sur la marque, sur ce qu'on est capable de faire hors État, hors banque, pour sauvegarder une entreprise et sauvegarder des gens, en plus, qui se sont vraiment investis dans le truc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? On va terminer là-dessus rapidement. Non, je pense que tout le monde tient à l'emploi, tient aux entreprises, notamment emblématiques comme Duralex, mais c'est plutôt en fait un certain esprit du capitalisme qui est sauvage qui pose problème. Et donc du coup, je trouve une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein. Ouais, ça fait plaisir. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et c'est eu autant aussi d'argent, c'est parce que les gens sont quelque part nostalgiques. Tu disais, moi j'ai regardé, j'avais 14 ans, j'avais 16 ans, j'avais 25 ans,
Et on a eu le verre du Duralex, et c'était peut-être un monopole. On avait tous du Duralex chez nous. C'était peut-être les uniques verres qu'on avait. Aujourd'hui, c'est moderne, c'est coloré, etc. Mais avant, c'était des verres blancs avec c'est chinois, c'est turc. Voilà. Et les gens sont nostalgiques. Et ils ont mis de l'argent au point où on leur a dit arrêtez, c'est bon, on a récolté suffisamment, même plus. Merci beaucoup. Et l'entreprise est sauvée aujourd'hui. Elle a ce qu'il faut pour déployer son plan. Et peut-être qu'elle sera sauvée pour tout le temps. Elle se modernise. Il y a eu une réflexion. Justement, le fait qu'elle soit tombée presque en faillite a fait réfléchir qu'il faut moderniser le produit. Il y a l'argent aujourd'hui pour sauver l'entreprise. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Vous avez été parfaits. Karim Barakatala, Wissam Bouzdeni, merci beaucoup. Merci à très bientôt dans les décodeurs. Il est 9h28. Atlantique Matin, 7h-10h.